Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'UEBI 304, transformation biochimique et énergie, quelques points sur les méthodes spécifiques à cette UE qui vont permettre, je l'espère, la réussite de tous. Alors évidemment, pour réussir, c'est un travail collectif et donc chacun d'entre nous, enseignants et étudiants, avons notre part du chemin et du travail à faire. Du côté des enseignants, vous verrez que en cours, les diapos et concepts essentiels sont marqués d'un point rouge, ce qui vous permettra de sélectionner, d'identifier mieux qu'est-ce qui est vraiment important dans le cours et qu'est-ce qui l'est moins. Les objectifs et compétences de chaque cours vont être explicités en CM et en TD. Les cours peuvent se faire en présentiel, bien évidemment, donc je serai là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, mais vous pourrez aussi retrouver l'audio du CM sur eCampus en cas d'absence ou si vous avez eu quelques instants d'inattention pendant le cours. Je réaliserai dès que possible des liens vers des vidéos pédagogiques qui vous permettront de mieux comprendre certains concepts et notamment des concepts qui se visualisent plus facilement. Avant chaque contrôle continu, nous réaliserons une séance de quiz qui vous permettront aussi de réviser. Je vous ai mis en ligne sur eCampus un PowerPoint qui traite de méthodologie, qui vous rappelle les choses que vous avez sans doute déjà vues les années précédentes, mais qui vont peut-être vous aider en début d'année, ça ne fait pas de mal de le réécouter, pour prendre tout de suite les bonnes habitudes. Évidemment, les enseignants en CM et en TD ou en TP sont disponibles et à votre écoute, et la bibliographie est disponible à la bibliothèque universitaire. Je vous donne la bibliographie au début du premier cours. Ça, c'est la part des enseignants. Évidemment, de votre côté, ce qui est très important, ça va être de travailler régulièrement pour ne pas laisser le travail s'accumuler et d'être actif dans vos apprentissages, c'est-à-dire de réfléchir, de vous questionner, de chercher à résoudre les exercices, de poser des questions si vous ne comprenez pas, etc. Voilà, toutes ces choses étant dites, nous pouvons maintenant démarrer. Vous trouverez donc toute une équipe pédagogique qui sera à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner dans le BI 304. Moi-même, donc Claire Chéret et Charles-Henri Gattolia qui sommes responsables des cours magistraux, Madame Michèle Reisdorf-Crène qui est responsable des TD, et tous ensemble, nous serons responsables des différents TP. L'examen aura lieu en janvier et la note d'examen comptera pour 40% de la note finale de l'UE. Vous aurez au cours du semestre 2 contrôles continus dont la moyenne pèsera 30% de la note finale et la note de TP comptera pour 30% de la note finale également. Pour les TP, vous aurez donc 5 TP différents au cours du semestre, donc vous devez bien identifier dans votre planning à quel moment vos séances sont placées. Il y aura dès la semaine du 23 septembre le TP qui porte sur la structure des glucides qui commencera, un TP de 4 heures. Vous aurez un compte-rendu à rendre à la fin des 4 heures. En enzymologie, vous aurez 2 séances de 4 heures qui seront sanctionnées par une évaluation à la fin de la deuxième séance. Et en métabolisme, 2 séances de 3 heures qui donneront lieu à un compte-rendu à faire à la maison qui sera également évalué. Donc ça vous fait 3 notes de TP, la moyenne des 3 notes donne la note de TP. Les comptes rendus sont donc à rendre selon un processus qui est toujours le même, à déposer au 4e étage à Buffon ou alors à rendre directement à votre enseignant. C'est celui-ci qui vous donnera les consignes. Les comptes rendus corrigés seront à récupérer auprès du service de TP, dès que l'enseignant vous aura donné le feu vert. Dit précédemment, les modalités de contrôle de connaissances impliquent que l'examen compte pour 40%, les TP et les CC pour 30%. Concernant les CC, le premier contrôle continu aura lieu pendant le créneau de cours le jeudi matin, donc le 17 octobre, et comptera pour 50% de la note. Le deuxième contrôle continu aura lieu toujours pendant le créneau de cours le 12
décembre 2024, comptera pour l'autre moitié de la note. Si vous avez un justificatif ou une autorisation d'absence pour l'un ou l'autre de ces deux contrôles, vous aurez un rattrapage pendant la dernière semaine de décembre. L'examen terminal aura lieu, lui, en janvier. Alors, les cours seront disponibles sur l'ENT, sur eCampus, si eCampus fonctionne, sinon sur la chaîne YouTube. Les TP démarrent la semaine du 23 septembre et vous devez impérativement télécharger le document relatif aux glucides sur eCampus avant, voir le guide de bonne pratique qui permet de communiquer correctement dans les règles de la courtoisie et des échanges bienveillants avec vos enseignants, et puis revoir le diaporama de méthodologie qui vous permettra de prendre de bonnes habitudes dès le début. Cette diapositive vous présente la bibliographie relative à ce module. Vous trouverez tout à la bibliothèque universitaire, tous ces livres, donc le Leninger, le Strayer, le Pratt, le Durlia pour toute la partie structurale, des lipides ou des glucides, le Alberts par rapport à l'intégration cellulaire de toutes ces informations, et puis quelques informations tirées du Campbell ou du Raven. Toutes les sources sont citées en bas de chaque diapositive. Vous pourrez également vous entraîner sur des ouvrages qui contiennent des QCM, par exemple les ouvrages de PACES. Alors, qu'allons-nous travailler, qu'allons-nous aborder au cours de cette UE, de ce module qui s'appelle Transformation biochimique et énergie? Eh bien, au cours de ce module, nous allons beaucoup parler en effet de réactions biochimiques, donc réactions qui se déroulent dans les cellules, et d'énergie. Et donc, nous allons beaucoup parler de ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions biochimiques qui se déroulent au sein d'un organisme ou au sein d'une cellule. Ce qui caractérise les organismes vivants, c'est en effet d'être constitués d'une ou plusieurs cellules vivantes, donc qui sont en perpétuel mouvement, renouvellement, et dont la survie, donc le fonctionnement, la division, nécessite d'une part la production d'énergie, d'autre part la production de matière organique, c'est-à-dire de lipides, de glucides, de protéines, d'acides nucléiques, qui constituent sa structure. Cette cellule va pouvoir fabriquer son énergie, sa matière organique, à partir de la matière minérale qu'elle va trouver dans son environnement, de matière organique qu'elle trouve également dans son environnement et qui provient d'autres êtres vivants. Pour certaines cellules, l'énergie lumineuse va également intervenir et être importante. Au cours de son fonctionnement, cette cellule va également libérer de la chaleur et des déchets dans le milieu extérieur. Nous avons défini précédemment la notion de métabolisme comme étant l'ensemble des transformations biochimiques qui ont lieu dans une cellule ou dans un organisme, mais le métabolisme peut avoir plusieurs aspects. Par exemple, en physiologie, ce qu'on va appeler le métabolisme, ça va être une coopération, une collaboration entre différents organes d'un même organisme qui vont permettre d'approvisionner chaque organe, chaque partie du corps de façon différente en nutriments, en énergie, de telle sorte à satisfaire à ses besoins. Donc on voit ici sur cette diapositive le rôle important du foie, du tissu adipeux, de l'intestin, du muscle dans la régulation de la glycémie qui permet en fait d'approvisionner le corps dans ce substrat énergétique qu'est le glucose. Donc c'est une des manières qu'on peut avoir de définir le métabolisme énergétique. On peut s'intéresser aussi au métabolisme en microbiologie industrielle et dans ce cas, on va s'intéresser aux différentes réactions biochimiques qui ont lieu dans différentes bactéries, différentes espèces bactériennes. On va pouvoir même faire collaborer ces espèces de telle sorte à produire, donc ici vous voyez comment on peut produire du méthane à partir de gélatine grâce à deux réactions successives qui ont lieu dans deux espèces microbiennes différentes. On peut également regarder le métabolisme d'un point de vue cellulaire. En effet, ici, on s'intéresse par exemple à une cellule bêta du pancréas et on va regarder quelles sont les différentes réactions biologiques, biochimiques, qui vont
aller d'une augmentation du glucose sanguin. Donc on voit qu'après un repas, la glycémie va augmenter, et bien ce glucose va rentrer dans la cellule bêta par un transporteur qui s'appelle GLUT2. Il va entraîner une augmentation du glucose intracellulaire qui va être dégradé par une voie qu'on appelle la glycolyse, ce qui va concourir à l'augmentation de la concentration en ATP intracellulaire. Cet ATP va alors aller se fixer sur des canaux qui sont des canaux potassiques, empêchant ainsi le flux de potassium. Le flux de potassium, normalement, quand le potassium sort de la cellule, eh bien, il entraîne une hyperpolarisation. Donc la fermeture de ces canaux va empêcher l'hyperpolarisation et déclencher une dépolarisation qui, à son tour, va activer l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants. Le calcium va alors rentrer dans la cellule bêta et provoquer l'exocytose de vésicules qui contiennent de l'insuline. L'insuline qui, à son tour, aura un effet hypoglycémiant pour faire rentrer le glucose dans les autres tissus cibles et notamment le muscle. Donc vous voyez qu'on peut s'intéresser au métabolisme, aux différentes réactions biochimiques d'un point de vue macroscopique, d'un point de vue microbien ou d'un point de vue cellulaire. Alors, nous avons vu précédemment que les cellules avaient besoin d'énergie et de carbone, et nous avons vu que les sources de carbone pouvaient être du carbone minéral ou du carbone organique. Eh bien, on peut distinguer les différents organismes, les classifier en fonction justement de cette source d'énergie, et puis nous le verrons plus tard, de cette source de carbone. Alors, les organismes, en fonction de leur source d'énergie, peuvent être classés en deux catégories, soit les phototrophes, c'est-à-dire ceux qui tirent leur énergie de la lumière, soit les chimiotrophes, ceux qui tirent leur énergie de réactions chimiques, de composés chimiques. Parmi ces chimiotrophes, eh bien, on va distinguer les lithotrophes, c'est-à-dire ceux qui tirent leur énergie de réactions chimiques à partir de composés minéraux, de composés inorganiques, ou les organotrophes, ceux qui tirent leur énergie de réactions chimiques qui proviennent de composés organiques. Vous retrouvez donc ces définitions sur cette diapositive. Un phototrophe étant un organisme convertissant l'énergie lumineuse en source d'énergie chimique. Donc cette source d'énergie chimique dans les cellules, c'est toujours, quasiment toujours de l'ATP. Ou un chimiotrophe, c'est-à-dire un organisme utilisant exclusivement des sources d'énergie chimique, donc des réactions redox, pour produire de l'ATP. Si le donneur d'électrons est de nature minérale, de nature inorganique, on appelle ça un chimiolithotrophe. Si le donneur d'électrons est de nature organique, on appelle ça un chimio-organotrophe. On peut également classifier les organismes en fonction de la source de carbone qu'ils utilisent pour produire leur propre matière organique. Ces organismes sont donc autotrophes si ils produisent leur matière organique à partir de matière minérale, c'est-à-dire à partir de CO2, ou hétérotrophes s'ils produisent leur matière organique à partir d'autres composés organiques qui proviennent d'autres êtres vivants. Les chimiotrophes sont à 100% hétérotrophes, donc lorsqu'ils tirent leur énergie de réactions chimiques, eh bien, c'est toujours, ils fabriquent leur matière organique à partir de matière organique également. Ils sont donc toujours chimio-hétérotrophes. Par contre, pour les phototrophes, on va trouver les photoautotrophes qui sont capables de fabriquer leur matière organique à partir de CO2. C'est le cas des plantes et des cyanobactéries. Alors qu'on peut avoir aussi des phototrophes qui sont hétérotrophes et qui vont tirer leur carbone de matière organique. C'est le cas des bactéries pourpres et vertes. Vous retrouvez donc sur cette diapositive les définitions d'autotrophe. Autotrophe est dit d'un organisme capable d'élaborer lui-même ses constituants chimiques, donc sa matière organique, à partir de composés inorganiques simples, c'est-à-dire le plus souvent des sels minéraux prélevés dans le sol ou dans l'air. On va parler d'autotrophie pour l'azote ou d'autotrophie pour le carbone. Un organisme est dit hétérotrophe lorsqu'il est incapable de faire ça, il doit produire sa propre matière organique à partir de la matière organique élaborée par d'autres êtres vivants.
Cette diapositive récapitule donc les sources d'énergie et de carbone. Les photoautotrophes utilisant donc l'énergie lumineuse et un carbone minéral et sont constitués principalement par les végétaux chlorophylliens et les cyanobactéries. Les photohétérotrophes utilisent l'énergie lumineuse et du carbone organique, certains prokaryotes seulement, les bactéries pourpres et vertes. Les chimiolithotrophes qui utilisent des sources d'énergie qui peuvent être chimiques et des sources de carbone qui peuvent être minérales comme chez les chimiolithotrophes, les sulfolobus par exemple ou nitrobacterium, et les chimio-organotrophes qui vont utiliser comme source d'énergie des réactions chimiques et du carbone organique. C'est le cas de la plupart des eucaryotes non photosynthétiques et de la plupart des prokaryotes. Vous comprenez donc bien que tout ceci implique la notion d'une chaîne alimentaire ou d'une coopération métabolique entre les photoautotrophes, qui vont utiliser l'énergie de la lumière pour se fabriquer de l'énergie, qui leur permettra de fixer le CO2 et l'eau, et de fabriquer de l'oxygène et du glucose. L'oxygène et le glucose sera utilisé par les cellules hétérotrophes, qui vont pouvoir se fabriquer de l'énergie et leur propre matière organique, et rejetteront comme déchets de l'eau et du CO2. Alors attention, parce que cette diapositive laisse penser qu'il y a une coopération parfaitement symétrique entre les phototrophes et les hétérotrophes, ce qui serait une erreur. En effet, les phototrophes sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le CO2 de l'air, l'eau du sol et l'énergie de la lumière pour grandir et fabriquer leur propre matière organique, alors que les hétérotrophes sont totalement dépendants de la présence de cellules photoautotrophes, d'organismes photoautotrophes qui vont leur fournir le sucre et l'oxygène. Au niveau cellulaire, cela va impliquer la présence d'organites particuliers. En effet, les eucaryotes phototrophes vont posséder des chloroplastes qui sont des organites intracytoplasmiques qui sont le site d'une réaction qu'on appelle la photosynthèse et qui est donc responsable de la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique qui permettra de fixer le CO2 et l'eau dans des molécules organiques comme les sucres et permettre la production d'oxygène. Ces molécules organiques et cet oxygène seront utilisés par un organite que l'on va trouver chez les eucaryotes chimiotrophes, qu'on appelle la mitochondrie, qui va réaliser la respiration cellulaire, oxyder ces molécules organiques avec l'oxygène pour pouvoir produire de l'ATP et libérer du CO2 et de l'eau. Chez les prokaryotes, eh bien, ces réactions vont avoir lieu dans la membrane plasmique directement ou dans le cytoplasme, puisqu'ils ne possèdent pas d'organites. Attention, il ne faut pas penser que les eucaryotes phototrophes ne possèdent pas de mitochondries, car les eucaryotes phototrophes sont eux aussi capables de faire de la respiration cellulaire et possèdent également des mitochondries dans leur cytoplasme. Cette diapositive illustre en effet un exemple de mammifère carnivore, donc chimio-hétérotrophe, qui va se nourrir de la matière organique d'un autre animal. Le niveau 1 de la chaîne alimentaire est donc toujours un organisme photoautotrophe. Donc ici, vous voyez un arbre ou de l'herbe, c'est-à-dire des végétaux chlorophylliens, qui vont servir d'aliment à un niveau 2 de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbivores. Ces herbivores qui serviront à leur tour d'aliment pour les carnivores. La carcasse servira d'aliment aux charognards et les déjections des différents animaux peuvent servir aussi d'aliment au niveau 5 de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les détritivores, qu'on appelle également les saprophages. Mais vous voyez sur cette chaîne alimentaire qui possède 5 niveaux que seul le premier niveau est constitué par des photoautotrophes. Dès le deuxième niveau, puisque les êtres vivants sont dépendants d'autres êtres vivants qui leur apportent la matière organique, et bien dès le niveau 2, ce sont des chimio-hétérotrophes. Certains individus vivent dans une coopération étroite qu'on appelle une symbiose,
C'est une interaction intime, durable entre deux espèces qui présente des bénéfices réciproques pour chacune des espèces. Elle implique généralement des échanges métaboliques nutritionnels et une protection physique de l'une des deux espèces. Exemple, la symbiose entre les champignons, un champignon et une algue dans le cas des lichens, donc un champignon, c'est-à-dire un chimio-hétérotrophe, et une algue photo-autotrophe. La coopération de même type entre un animal et une algue dans les coraux, ou entre une plante et un champignon dans les mycorhizes, ou entre une plante et une bactérie dans la symbiose rhizobium légumineuse. Dans chaque cas, vous avez donc cohabitation entre un photoautotrophe et un chimio-hétérotrophe, chacun apportant les nutriments nécessaires à la croissance de l'autre et éventuellement une protection physique. Cette diapositive vous présente le plan du cours qui se déroulera sur tout le semestre. Dans le premier cours, nous allons nous intéresser aux lois qui régissent les transformations biochimiques et notamment dans le premier cours à leur aspect thermodynamique. Puis dans les cours suivants, nous étudierons la catalyse enzymatique. Enfin, nous étudierons la structure des molécules biologiques dont la cellule a besoin. Et puis nous nous intéresserons à la manière de produire cette matière organique à partir de matière inorganique chez les photoautotrophes, donc à partir de l'exemple de la photosynthèse. Ensuite, nous verrons comment cette matière organique permet de fournir de l'énergie et puis comment elle permet de fournir de la matière aux cellules. Dans ce premier cours, nous allons donc nous intéresser aux lois qui régissent les transformations biochimiques. Et puisqu'une transformation biochimique, c'est avant tout une réaction chimique, eh bien, il est important que nous rappelions les bases de la thermodynamique, c'est-à-dire de ce qui permet qu'une réaction soit faisable d'un point de vue énergétique. Nous rappellerons donc le premier et le deuxième principe de la thermodynamique, la notion d'énergie libre, et puis la notion de couplage de réaction grâce à l'ATP, puis nous envisagerons la notion de pouvoir réducteur et d'énergie. D'un point de vue thermodynamique, il existe plusieurs types de systèmes. Ce qu'on appelle un système isolé qui n'échange ni matière ni chaleur avec son environnement. Un système fermé qui échange uniquement de la chaleur avec son environnement. Et un système ouvert capable d'échanger et de la matière et de la chaleur avec son environnement. Et bien évidemment, les cellules sont des systèmes ouverts. Cette diapositive vous rappelle l'unité énergétique qui va être soit le joule, soit la calorie, soit le kilojoule ou la kilocalorie. Et pour rappel, une conversion que 1 kJ est égal à 0,239 kilocalories. Alors intéressons-nous tout d'abord au premier principe de la thermodynamique. Ce premier principe nous dit que lors de toute transformation, l'énergie totale du système et de son environnement est conservée. Ça veut dire que lors de toute transformation, eh bien, si le système perd de l'énergie, c'est l'univers, c'est l'environnement qui récupère cette énergie, ou si le système capte de l'énergie, eh bien, elle provient de son environnement, mais la somme totale du transfert d'énergie est nulle. Donc delta U total est toujours égal à 0. Le premier principe nous permet de définir aussi la notion d'enthalpie, qu'on appelle par la lettre H. L'enthalpie qui va prendre en compte à la fois les variations d'énergie, delta U, mais aussi les variations de volume, en prenant en compte le facteur de la pression. Donc delta H est égal à delta U plus P, la pression, fois delta V, la variation de volume du système. En biologie, nous pouvons nous affranchir de cette valeur puisque dans la cellule, la variation de volume est toujours négligeable. Donc pour nous, toute variation d'énergie sera égale à la variation d'enthalpie. Le deuxième principe nous aide à définir la notion d'entropie. Le deuxième principe nous dit que l'entropie totale de l'univers augmente toujours au cours d'une transformation. Donc l'entropie totale, c'est en quelque sorte le désordre, l'agitation du système. Et donc autant les variations d'énergie peuvent se faire dans un sens ou dans un autre, mais quel que soit le sens du transfert d'énergie,
le désordre total de l'univers ne fait toujours qu'augmenter. Donc l'entropie, c'est quelque chose qui se définit en joules par mole et par Kelvin. Et vous voyez cet exemple illustré à droite. Si par exemple, au cours d'une transformation qui crée de l'ordre dans une cellule, par exemple fabriquer un polymère, fabriquer un morceau d'ADN ou une protéine qui ordonne les molécules, eh bien la fabrication de ce polymère va dégager de la chaleur, ce qui va certes créer de l'ordre dans la cellule, mais créer davantage de désordre dans les molécules qui entourent la cellule. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le désordre de l'univers ne fait toujours qu'augmenter. Et un delta S total est toujours positif. Donc évidemment, ce désordre, cette agitation moléculaire, ne va faire qu'augmenter avec la température, puisque la température va favoriser l'agitation moléculaire. En d'autres termes, que ce soit dans une cellule ou dans votre chambre, eh bien, le désordre se produit relativement spontanément, facilement, et la remise en ordre va créer un effort et une libération d'énergie qui va entraîner un dégagement de chaleur qui va augmenter l'entropie du reste de l'univers. Comme on l'a évoqué précédemment, les systèmes biologiques présentent beaucoup de structures ordonnées. Vous voyez ici l'exemple d'un polymère comme l'ADN au niveau moléculaire. Au niveau cellulaire, on peut regarder aussi l'organisation très symétrique de certaines structures cellulaires, comme ici le tubercule de bouton d'or vu au microscope, mais également au niveau macroscopique, comme ici les alvéoles de cire dans une ruche. Eh bien, la fabrication de toutes ces structures ordonnées dans le monde vivant va être consommatrice d'énergie, libérer de la chaleur et contribuer à l'augmentation globale de l'entropie de l'univers. La question qu'on se pose maintenant, en fait, c'est de savoir, quand on s'intéresse à une réaction biochimique, une réaction qui a lieu dans une cellule, la question qui va nous intéresser à chaque fois, c'est de se dire, est-ce que cette réaction est spontanée ou pas? Est-ce qu'elle est favorable ou défavorable? Pour cela, une constante nous permet, une variable nous permet de répondre à cette question, c'est la notion d'énergie libre de Gibbs, qu'on appelle également enthalpie libre, que l'on représente par la variable G. La variation de l'enthalpie libre est égale à la variation de l'enthalpie moins la température fois la variation de l'entropie. Cette variation de l'enthalpie libre s'exprime en joules par mole, et lorsqu'on l'exprime de cette manière, c'est qu'elle se fait à pression égale 1 atmosphère, à une température donnée et à pH 0. Donc vous savez que le pH 0, ça n'est pas un pH biologique. Donc dans les milieux biologiques, on va définir ce qu'on appelle l'enthalpie libre biologique, que l'on écrit ΔG'. Elle sera définie pour une pression égale à 1 atmosphère, une température donnée et un pH 7 qui est un pH biologique. Lorsque l'on calcule cette valeur, ΔG', si la valeur obtenue est négative, cela voudra dire que la réaction à laquelle on s'intéresse est exergonique, c'est-à-dire qu'elle est spontanée, elle se fait de façon favorable. Si la valeur est égale à 0, cela veut dire que la réaction est à l'équilibre, elle se fait autant dans le sens 1 que dans le sens 2. Si cette valeur est positive, cela veut donc dire que la réaction est endergonique, non spontanée, défavorable. Nous avons donc bien expliqué que plus le ΔG était bas, était négatif, plus la réaction était favorable, ce qui s'explique par le fait que, quand la température augmente, cela va faire descendre la valeur du ΔG et donc rendre la réaction plus favorable. Donc plus la température est basse, plus le ΔG est bas, et plus la température est élevée, plus le ΔG est bas et donc plus la réaction est favorable, ce qui coïncide avec ce que vous connaissez. On peut définir également ce qu'on appelle la variation d'enthalpie libre standard, que l'on représente avec un petit degré en haut du ΔG, et donc le ΔG 0', c'est ce qu'on appelle l'état standard biologique, donc à pH 7.
c'est la variation d'enthalpie libre qui a lieu toujours à pression égale 1 atmosphère, mais pour des concentrations de substrat et de produits initialement établies à 1 mol par litre. Par exemple, dans la réaction A plus B donne C plus D, le delta G' est égal au delta G 0' plus RT log de la concentration en C fois la concentration en D sur la concentration en A fois la concentration en B. Le delta G0', lui, est établi de la façon suivante. On prend donc A, B, C et D, on en met 1 mol par litre dans une solution, et puis on attend jusqu'à obtenir l'équilibre. Quand l'équilibre est atteint, on mesure les concentrations en A, B, C et D, qu'on appelle concentration à l'équilibre. Le delta G0' va être égal à moins RT log de la concentration en C à l'équilibre fois concentration en D à l'équilibre sur concentration en A à l'équilibre fois concentration en B à l'équilibre. Ce dernier produit est donc égal à la constante d'équilibre de la réaction. Ce résultat est obtenu tout simplement parce que, on l'a dit, à l'équilibre, delta G' est égal à 0, et donc on peut faire passer le terme RT log du produit de l'autre côté, et donc delta G0' est égal à moins RT log de la constante d'équilibre. C'est ce qui vous est donc précisé sur cette diapositive. À l'équilibre, delta G' est égal à 0, donc delta G0' est égal à moins RT log du produit des concentrations des produits à l'équilibre, attention, sur le produit des concentrations des substrats à l'équilibre. Je rappelle que les concentrations des produits et des substrats à l'équilibre, c'est quand on a mis 1 mol par litre de chaque substrat et de chaque produit, on attend l'équilibre, on mesure les concentrations qu'on a obtenues pour chacun, et ça nous donne ce résultat. Donc delta G0' est égal à moins RT log de la constante d'équilibre. Si cette constante d'équilibre est supérieure à 1, ça veut dire que le delta G0' est négatif et donc que la réaction à l'état standard est favorable dans le sens 1. Si la constante d'équilibre est inférieure à 1, ça veut dire que le delta G0' sera positif, donc que la réaction est défavorable dans le sens 1 et donc favorable dans le sens 2. Si l'on ne met pas 1 mol par litre des substrats et des produits, mais que par exemple on prend les concentrations qui ont lieu dans la cellule, on peut tout à fait avoir parfois des delta G0' qui vont être positifs, c'est-à-dire qu'à l'état standard, si on prend 1 mol par litre des substrats et des produits, la réaction ne se fera pas dans le sens 1. Eh bien, dans les conditions biologiques, avec les concentrations en substrats et en produits qui sont présentes dans la cellule, delta G' étant égal à delta G0' plus RT log du produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des substrats, eh bien en refaisant ce calcul-là, on peut tomber sur un delta G' qui lui va être négatif, c'est-à-dire rendre la réaction qui n'était pas favorable à l'état standard dans les conditions physiologiques avec les concentrations cellulaires, la réaction devient favorable. C'est le cas de la réaction que vous voyez, fructose 1,6-phosphate donne DHAP plus 3 PGA, c'est la 7e ligne. Et bien là, vous voyez que vous avez un delta G0' qui est très positif, plus 23,8, ce qui veut dire que dans les conditions standards, avec 1 mol par litre de chacun des substrats et des produits, la réaction n'est pas faisable. Si on utilise les concentrations qui ont lieu dans la cellule, c'est-à-dire probablement beaucoup de substrats et très peu de produits, eh bien la réaction
possède finalement un delta G' qui est moins 1,25, donc c'est proche de l'équilibre, donc ça veut dire que la réaction est quand même faisable dans le sens 1. Cette diapositive vous rappelle simplement les valeurs des constantes que vous allez utiliser au cours du semestre dans les calculs, c'est-à-dire la constante des gaz parfaits ou la constante de Faraday par exemple. Alors, nous avons défini précédemment ce qu'était une réaction exergonique, une réaction qui a un delta G' négatif, et une réaction endergonique qui a un delta G' positif. Donc si on regarde ça d'un point de vue thermodynamique, en fait, dans une réaction exergonique, puisque le delta G diminue, ça veut dire qu'il y a libération d'énergie. Au contraire, dans une réaction endergonique, le delta G augmente, ça veut dire que la réaction, elle, absorbe de l'énergie, elle consomme de l'énergie. Et donc, on commence à se dire, évidemment, qu'une réaction qui est exergonique doit pouvoir, dans certaines conditions, fournir l'énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction qui, elle, au départ, est endergonique, donc a besoin d'énergie. Cette diapositive vous explique comment calculer le delta G 0' d'une réaction redox. En effet, nous avons vu précédemment que delta G 0' était égal à moins RT log de K, constante d'équilibre. Mais dans le cas d'une réaction redox, il y a une autre manière de calculer le delta G 0'. Alors ici, nous allons prendre l'exemple du couple oxydant B et B-, donc couple capable de récupérer un électron qu'il va prendre au couple réducteur A plus A, donc la molécule A donnant son électron à la molécule B pour avoir A+ et B-. Dans ce transfert d'électrons, finalement, on a deux demi-réactions, l'une qui va donner de l'énergie et l'autre qui va en prendre. Le delta G 0' va s'écrire, va se calculer en faisant moins N F delta E 0'. N étant le nombre d'électrons transférés au cours de la réaction, ici 1, F étant la constante de Faraday, 96,5 kJ par volt et par mol, delta E 0' étant la différence entre le potentiel redox du couple oxydant, donc le couple le plus haut sur l'axe des potentiels, et le potentiel redox du couple réducteur, le couple le plus bas sur l'axe des potentiels. Pour rappel, une réaction redox ne se fait entre un couple oxydant et un couple réducteur que en faisant la règle du gamma. Et donc ici, vous voyez bien que la seule réaction possible, c'est B plus A, donne A plus B-. Cette diapositive vous montre maintenant en effet que l'on peut coupler des réactions biologiques, une qui serait endergonique et l'autre qui serait exergonique, la réaction exergonique fournissant l'énergie à la réaction endergonique qui, elle, va l'absorber. Deux conditions à ça. La première condition, c'est qu'évidemment la fourniture d'énergie soit supérieure à la demande d'énergie. Il faut qu'il y ait plus d'énergie que ce que la deuxième réaction nécessite. Donc ici, par exemple, vous voyez que la réaction 2, ATP donne ADP plus phosphate, va avoir un delta G2 très négatif et va du coup fournir une quantité d'énergie suffisante à la réaction 1, glucose plus phosphate, donne glucose 6-phosphate, réaction qui est endergonique, mais dont le besoin d'énergie est moins important. Donc si on fait la somme de delta G2 plus delta G1, on obtient un delta G3 qui lui est négatif, donc ça prouve que la somme des deux réactions est faisable. Si c'était l'inverse, si on avait obtenu un delta G positif, eh bien on ne pourrait pas utiliser l'énergie de l'une pour permettre la deuxième réaction. La deuxième condition à ça, c'est que pour qu'on puisse additionner ces deux réactions et donc leur delta G, il faut que ces réactions elles aient un intermédiaire réactionnel. Ici, vous voyez par exemple que le phosphate qui est libéré par la réaction 2 va être utilisé par la réaction 1 pour permettre la fabrication de glucose 6-phosphate. S'il n'y a pas d'intermédiaire réactionnel entre ces deux réactions, eh bien on ne peut pas les additionner parce qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
pour pouvoir faire un transfert d'énergie, il faut qu'il y ait à un moment un intermédiaire qui soit le même. C'est pourquoi l'utilisation de l'ATP comme source d'énergie va souvent être couplée à la phosphorylation d'une molécule. L'ATP est donc en effet un intermédiaire réactionnel entre les réactions exergoniques et les réactions endergoniques. L'hydrolyse de l'ATP va libérer beaucoup d'énergie et va être utilisée par toutes les réactions défavorables, les réactions endergoniques, au sein de la cellule. Et comme je vous l'ai dit, souvent, ça va être couplé à la formation d'un intermédiaire réactionnel phosphorylé pour que ce transfert d'énergie soit accompagné d'un intermédiaire réactionnel commun. À l'inverse, toutes les réactions biologiques qui vont libérer de l'énergie vont servir à refabriquer de l'ATP à partir d'ADP plus phosphate. Dit d'une autre manière, eh bien on voit ici sur cette diapositive que toutes les réactions qui libèrent de l'énergie dans la cellule, donc que ce soit des réactions d'oxydation de molécules organiques ou des réactions de photosynthèse chez les phototrophes, eh bien, ces réactions vont permettre la production d'ATP, ATP qui lui à son tour sera hydrolysé pour permettre de nombreuses biosynthèses, des échanges de molécules de part et d'autre d'une membrane ou la mobilité cellulaire ou la contraction musculaire. On a dit que l'utilisation de l'énergie de l'ATP était toujours couplée à une phosphorylation. Et bien par exemple, vous voyez ici sur cette diapositive, dans la partie haute de la diapositive, que par exemple, lorsque on veut utiliser l'ATP pour réaliser un déplacement à l'intérieur de la cellule, déplacement de molécules, déplacement de vésicules, eh bien on va phosphoryler à ce moment-là une protéine motrice qui du coup, en étant phosphorylée, va entraîner un mouvement. Dans la partie moyenne de la diapositive, vous voyez par exemple que si on veut faire un travail osmotique, eh bien c'est un transporteur de molécules qui va être phosphorylé pour faire passer des molécules d'un côté à l'autre. On va utiliser l'énergie de l'hydrolyse de l'ATP par le biais de la phosphorylation pour faire passer une molécule d'un côté à l'autre de la membrane. De la même manière, lorsqu'on veut utiliser l'énergie de l'ATP pour faire une synthèse, donc greffer deux groupements biologiques l'un sur l'autre, eh bien, on va effectuer un transfert de phosphate. Cette diapositive vous montre la structure de l'ATP. Il n'est pas question, bien sûr, que vous la preniez par cœur. L'important est de savoir reconnaître cette molécule lorsque vous la voyez. L'ATP, ATP, ça veut donc dire adénosine triphosphate. Donc, une base azotée, l'adénine, accrochée sur par une liaison amine à un ribose qui est donc un sucre à 5 carbone. Ce sucre, le ribose, va lui être sur son OH porté par le carbone 5, phosphorylé 3 fois en série, et donc par 3 phosphates qu'on appelle alpha, bêta et gamma. Les liaisons bêta et gamma étant des liaisons riches en énergie qui sont clivées et dont le clivage, alors si on prend la liaison gamma, le clivage de ATP avec de l'eau en ADP plus phosphate, a un delta G 0' de moins 30,5 kJ par mol, donc vous voyez, très négatif, donc très exothermique, exergonique. Donc puisque la dégradation de l'ATP libère à peu près 30 kJ par mol, pour fabriquer de l'ATP, il faudra fournir cette même quantité d'énergie. Donc pour ça, dans la cellule, il n'y a que deux manières de faire. Soit par des réactions chimiques, toutes simples, donc des molécules qui possèdent un groupement phosphate et dont le clivage de ce groupement phosphate va libérer plus que 30 kJ par mol. Ici, vous avez, dans ce tableau à droite, 3 réactions. PEP donne pyruvate, 1,3-bisphosphoglycérate donne 3-phosphoglycérate, ou phosphocréatine donne créatine. Ces 3 réactions, vous voyez, ont un delta G 0' qui est de moins 61,9, moins 49,3 ou moins 43, donc supérieur à 30.
enfin supérieur oui, à 30, qui est la quantité qu'il faut fournir pour fabriquer de l'ATP. Et donc, on pourra récupérer le phosphate de ces molécules pour le greffer sur l'ADP et fabriquer de l'ATP. C'est ce qu'on appelle des réactions d'hydrolyse de composés à haut potentiel de transfert de phosphate. Et deux de ces réactions ont lieu dans la glycolyse et la troisième se fait surtout dans la cellule musculaire. Mais ça n'est pas la manière principale de fabriquer de l'ATP dans des cellules. La manière principale de fabriquer de l'ATP dans les cellules, c'est par des mécanismes beaucoup plus complexes qui sont liés à des réactions redox qui se font soit chez les végétaux par la photosynthèse, soit dans toutes les cellules par la chaîne respiratoire. Nous y reviendrons dans un cours ultérieur. Alors, nous avons beaucoup parlé de réactions redox et d'énergie, car en effet, une manière de produire de l'ATP, une manière de produire l'énergie dans la cellule, c'est d'utiliser des réactions redox et d'oxyder des substrats. Et donc, nous verrons par la suite un peu en quoi consistent toutes ces réactions de production d'ATP par des réactions redox, mais pour bien comprendre ces réactions, eh bien, nous devons identifier d'abord quels sont les couples redox qui sont très importants dans les cellules. Ces couples redox, il y en a deux. Cette diapositive vous présente le premier qui est le couple NAD+, NADH, ou qu'on peut appeler aussi le couple NADP+, NADPH dans certaines circonstances. Et puis nous verrons par la suite le couple FAD, FADH2. Donc encore une fois, il n'est pas question de retenir par cœur la structure de ce couple, ça n'a aucune importance. NAD, ça veut dire nicotinamide dinucléotide, et donc vous voyez bien sur cette structure qu'on voit bien qu'il y a un dinucléotide, puisqu'on a en bas une base, un sucre, un phosphate, accroché à une autre base sucre-phosphate, donc ça fait un dinucléotide. Le groupement qui nous intéresse est celui qui est rosé sur la diapositive, puisque c'est lui qui va exister sous deux formes. Une forme sans électrons, la forme NAD+, et cette forme NAD+, qui est représentée en rose tout en haut de la diapositive, eh bien vous voyez, elle peut capter 2 électrons et 2 protons pour se retrouver sous sa forme NADH. Donc, il vous suffit de retenir l'équation qui est encadrée ici, NADP+, plus un proton plus 2 électrons, va donner NADPH, ou NAD+, plus H+, plus 2 électrons donne NADH. Le potentiel redox E0' de ce couple est moins 0,32 volts. Alors pourquoi ce fameux P qui existe de temps en temps? Eh bien, cette molécule peut se retrouver avec un groupement phosphate à l'emplacement indiqué sur la diapositive, et dans ce cas-là, on aura du NADPH. S'il n'y a pas le phosphate, eh bien, on a du NADH. Le deuxième couple est le couple FAD-FADH2. Eh bien, ce couple-là, FAD, ça veut dire flavine, adénine, dinucléotide. Alors là, on reconnaît peut-être un peu moins bien le dinucléotide parce que on voit bien en bas la base, le sucre et le phosphate, mais quand on remonte dans la structure de la molécule, on voit une base, un phosphate, et puis en fait, ce qui se passe, c'est que le ribose, il est décyclisé, il est linéaire, et du coup, on le reconnaît moins bien, mais c'est quand même un dinucléotide. Le groupement qui nous intéresse est le groupement du haut. Et bien dans ce groupement, on peut avoir 2 protons et 2 électrons qui viennent se fixer, auquel cas on va passer de FAD à FADH2. Et donc il vous suffit de retenir la formule, l'équation, la demi-équation redox qui est encadrée sur la diapositive. FAD plus 2H plus 2 électrons donne FADH2 avec un potentiel redox standard qui est de moins 0,22 volts. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à ces deux couples? Eh bien parce que ces deux couples vont être les transporteurs d'électrons dans la cellule. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une réaction redox dans la cellule, on aura très souvent l'un ou l'autre d'impliqué, soit comme donneur d'électrons, soit comme accepteur d'électrons. Et ce sont eux qui vont passer d'une réaction redox à l'autre et ensuite aller vers la mitochondrie pour servir de donneur d'électrons. Et donc c'est illustré par cette diapositive-là qui vous montre
comment on peut coupler deux réactions redox, c'est-à-dire qu'on va avoir le couple acétaldéhyde plus coenzyme A qui donne acétyl-CoA plus 2H+, plus 2 électrons. Eh bien, ce couple-là a un potentiel redox de moins 0,41 volts, donc c'est donc le couple qui est le plus en bas sur l'axe des potentiels, et c'est le couple qui va donner ces électrons. Et le couple NAD plus NADH, lui, va être plus haut sur l'axe des potentiels, et grâce à la règle du gamma, on voit que ça va être le couple qui va recevoir les électrons. Alors pensez bien, quand vous écrivez votre règle du gamma, à mettre l'axe des potentiels vers le haut, le couple qui a le potentiel redox le plus haut en haut, le couple le plus bas en bas. Et bien sûr, là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il faut bien mettre l'espèce qui possède les électrons à droite et l'espèce dépourvue d'électrons à gauche, parce que sinon on se trompe en faisant son gamma. Et donc là, eh bien, dans ce sens-là, c'est le NAD+, qui va recevoir les électrons de l'acétaldéhyde pour donner de l'acétyl-CoA plus du NADH. Le NADH et le FADH2, eh bien, quand ils reçoivent les électrons, après, il faut qu'ils puissent s'en débarrasser. Et donc, il y a deux couples qui sont des couples qui vont être accepteurs d'électrons, qui vont être utilisés dans la cellule. Le premier couple, pyruvate-lactate, donc lors de la fermentation lactique, le pyruvate va accepter les électrons du NADH ou du FADH2 pour donner du lactate. Ou dans la respiration, c'est l'oxygène O2 qui va accepter les électrons de FADH2 ou de NADH pour devenir H2O. Vous vous souvenez que on avait dit delta G0' égale moins NF delta E, 0'. Donc plus le saut de potentiel est élevé, plus le delta G0' va être bas. Et donc plus la réaction va être favorable. Et donc là, on voit bien que quand on utilise la chaîne respiratoire, la respiration, le saut d'énergie, le saut de potentiel est très important. Ça va donc pouvoir libérer beaucoup d'énergie, beaucoup plus que lors de la fermentation lactique qui, elle, ne va s'opérer qu'en absence d'oxygène. Et donc ces réactions vont permettre de refournir à la cellule du FAD et du NAD+, pour ces réactions redox, et en plus produire beaucoup d'énergie. Nous reverrons tout cela dans le cadre du cours sur la chaîne respiratoire. Les réactions vous sont précisées ici. Dans le cadre de la respiration, vous avez donc le couple O2, 1,5 de O2 plus 2H+, plus 2 électrons donne H2O, et le couple NADH donne NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons. La règle du gamma veut que oxygène réagisse avec NADH pour donner NAD+, plus H2O. Le delta E0' est donc égal à 0,8 moins 0,32, soit 1,12 volts. Quand on calcule le delta G0', moins NF delta E0', ça nous fait moins 220 kJ par mol. Moins 220 kJ par mol, vous vous souvenez, c'est une valeur qui est très basse, donc qui est très exergonique. Rappelez-vous, pour fabriquer de l'ATP, il fallait 30 kJ par mol. Donc en théorie, là, on pourrait fabriquer 7 ATP si le rendement était de 100%, ce qui n'est bien sûr pas le cas. On pourrait fabriquer, avec un NADH, on pourrait fabriquer 7 ATP. Dans le cadre de la fermentation lactique, si on prend le couple pyruvate donne lactate, qui a un potentiel redox de moins 0,19, eh bien on peut réaliser la réaction pyruvate plus NADH donne lactate plus NAD+. Mais si on calcule le delta G0', avec la formule qu'on a utilisée précédemment, le delta E0', moins 0,19 moins 0,32, ça nous fait un delta G de moins 25. Et là, vous voyez, comme il faut 30 pour fabriquer de l'ATP, on ne peut pas fabriquer de l'ATP avec ça. Le dégagement d'énergie va être trop faible. C'est pour ça, et on le reverra par la suite, que la fermentation lactique n'a lieu qu'en absence d'oxygène et n'est vraiment pas durable parce que pas assez productrice d'énergie. Cette diapositive récapitule ce qu'il faut retenir du cours numéro 1. Il faut retenir du cours d'aujourd'hui que les réactions biologiques sont soumises aux lois de la thermodynamique, comme n'importe quelle réaction chimique.
On peut calculer leur variation d'enthalpie libre, delta G', qui est égal à delta G0' plus RT log du produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des substrats, avec delta G0' égale moins RT log de la constante d'équilibre, ou, dans le cas d'une réaction redox, moins NF delta E0'. Si le delta G' est négatif, la réaction est exergonique, favorable, spontanée. S'il est égal à 0, elle est à l'équilibre. S'il est positif, la réaction est endergonique, non spontanée, défavorable. Donc le delta G', c'est bien le delta G calculé à partir des concentrations qui ont lieu dans la cellule, alors que le delta G0', c'est le delta G0' calculé à l'état standard, c'est-à-dire pour des concentrations de substrat et de produit égales à 1 mol par litre. Nous avons vu également qu'une réaction défavorable peut être couplée à une réaction favorable si, d'une part, la somme des delta G' est négatif, et s'il existe un couplage chimique, un intermédiaire commun entre les deux réactions, et que souvent, cet intermédiaire commun est un phosphate libéré par l'ATP, qui est donc la molécule universelle de couplage. L'ATP, quant à lui, va être régénéré soit par l'hydrolyse de molécules à haut potentiel de transfert de phosphate, donc qui vont libérer facilement un phosphate en produisant de l'énergie, soit principalement par l'utilisation de l'énergie de réaction redox dans la photosynthèse, dans la chaîne respiratoire. Les oxydations cellulaires ont produit le NADH et le FADH2 nécessaires à ces réactions redox et dont la réoxydation va libérer l'énergie permettant de fabriquer l'ATP. Je serai donc à votre disposition le jeudi 24 septembre à 9h30 en visio pour répondre à toutes vos questions et faire quelques petits quiz pour vous entraîner, pour tester votre compréhension. Toutes les modalités de travail, et notamment le lien pour la visio, vous sera communiqué par annonce sur Moodle.